Et si Carmelo Anthony fait toute sa carrière à Denver? C'est lundi. This is Monday. Yes, sir! This is Denver. This is the best day of the week! Exactement. On s'installe tranquillou, comment ça va, Alex? Ça va bien, bah comme tous les lundis, j'ai envie de dire, hein, on s'est, comme je le dis, hein, on s'est enfin débarrassé du week-end. Tout à fait. Dans le rétro, cette flemme. Ouais, voilà, c'est ça exactement, quoi. On démarre bien comme il faut. C'est bon, on est sorti du canapé, on est sorti de dessous le plaid. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine. Passer du bon temps et famille. attaquer avec le lundi. Tout à fait, et un lundi démarre forcément avec une vidéo sur votre chaîne YouTube préférée. On espère que vous aussi, vous allez bien dans cette atmosphère particulièrement salée en ce moment où nous sommes en train de parler. Il y a un garçon dont on va parler qui a rejoint un certain top 10 all-time des meilleurs scoreurs les plus prolifiques, du moins de tous les temps en NBA, tout à fait. C'est un lundi spécial Carmelo Anthony, donc fan de Denver ou de New York, d'OKC, ou d'autres petites franchises, Houston. On va pouvoir discuter aussi de tout ça. C'est un lundi spécial Mélo. Comme d'hab, le menu, il ne bouge pas. Cette saison 2020-21, on fait les enquêtes Trash Talk. Chaque lundi, vous pouvez retrouver une grande question. On a fait quoi, Alex, récemment? On est passé par l'équipe de France face à l'Espagne. L'angoisse. Isaiah Thomas, les Lakers récemment, un peu moins récemment. Stephen Curry, le meneur des Wolves. Voilà, Stephen Curry, le meneur des Wolves. Tim Duncan, l'intérieur des Sixers, on a fait aussi. James Harden, le 6e homme du Thunder. Voilà, Kobe Bryant, l'arrière des Hornets. Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur joueur de l'histoire des Suns. Voilà. Et la Dream Team, avec tous ces petits joueurs amateurs sympathiques qui sont venus nous régaler en 92. La Dream Team de Jamal Mashburn, tout à fait, en 92. Et tous ces gens du jeu. Ouais, on a fait quelques enquêtes assez sympathico. Tout à fait. Ça permet de se remémorer certains faits importants, de les mettre un peu en perspective, de les remettre dans le contexte, hein, parce que je sais que tu vas vouloir réexpliquer quelles sont les étapes d'une enquête. Bien sûr, on va faire ça, mais juste avant de vous présenter tout ça, on vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu dans l'actualité que vous pouvez aller sur le shop de Trash Talk, il y a du nouveau merch de disponible, ça y est, on a envoyé ça, bim bam boum, il est beau comme tout. Bon là je porte l'apéro parce que c'est un classique. Hein. Sobre, efficace. Si on voit pas bien à la caméra, je porte un petit bleu nuit. Tout à fait. Attention. Et si on voit pas très bien à la caméra, il est tanké vénère. Ça se voit par contre. Ça se voit par contre. Mais c'est vrai que... regarde-le. Attends, c'est marrant parce que... C'est marrant parce que... Non, c'est pas ça. Franchement, ça faisait trop ça. C'est pas ce que j'allais dire. Oui. J'allais dire que, tu vois, en 350 grammes... L'épaisseur. Bah ouais, c'est vrai que t'as l'air tanké, quoi. C'est vrai, t'as l'air tanké, et en fait, c'est des sweats, donc je vous les conseille. Si vous avez pas de problème de musculature comme moi, ou si vous, comme Bastien, par exemple, vous avez envie de... Des problèmes de musculature. Bah, les sweats Trash Talk, ça marche très très bien, parce que t'es sur du 350 grammes, t'es bien molletonné, t'es confort, et du coup, tac, tu vois... On est bon. Tu sais, c'est un peu comme les mecs à l'entrée des boîtes de nuit où ils mettent des bombeurs. Tu sais, bon, en mode c'est genre, ça. Bon, ils sont costauds, mais en plus, tu vois, genre voilà. Exactement. À l'entrée du Tigre. N'hésitez pas à aller voir. C'est ça, exactement. Les gens qui portent du merch. Vous allez dans la descro. Si vous avez un problème à l'entrée du Tigre, vous m'appelez. Exactement, vous appelez Alex. Dans la descro, évidemment, il y a le lien vers le shop. On vous fait des bisous à tous ceux qui ont cop les derniers produits made in Trash Talk. Le modèle des enquêtes, Alex, tu me tendais la perche à l'instant, ça n'a absolument pas bougé. Le procédé, il est tout à fait simple. Hein. D'abord, on impose le contexte. Exactement. Dans le contexte, on rappelle toute la question, ce qui s'est passé autour de Carmelo Anthony, Denver, que se passe-t-il? Qu'ont fait les Pistons à la draft 2003? Possible qu'on parle des Knicks à un moment donné ou dans cette vidéo, possible. Tout à fait. Je dis ça. On installe en fait les places sur la table, c'est-à-dire qu'on essaie de rappeler le plus d'éléments possible. Vous pouvez évidemment y participer. On sait que vous êtes d'ailleurs nombreux à suggérer des enquêtes et on les a notées. On va en refaire par la suite. Une fois qu'on a fait le contexte, avec, j'ai envie de dire, on fait la boîte à SF. Exactement. On se pose des grandes questions. On se dit, mais dis donc, si Carmelo Anthony avait fait toute sa carrière à Denver, et voilà. Et plein de questions. Voilà, et plein de questions. No spoiler. Comment, tout ça, machin, le débat du GOAT, il en est où et tout. Qui est le MVP de la saison 2021. Voilà, c'est ça, exactement. Ensuite, troisième étape d'une enquête, on note tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, l'échelle du what if, tout à fait. Pour terminer, on essaie de voir si ça a chamboulé tant que ça le Colorado.
Roubaix ou toute la La planète NBA basket? tout entière, exactement. Bien évidemment, et après on fait la bise et on enchaîne sur le reste de la semaine. Donc on espère que vous allez très bien. Maintenant qu'on a fait notre petit point muscu, et ben justement on va pouvoir parler d'un sujet très important. Alex, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait manger quelque chose de tout à fait léger parce que on rentre gentiment dans les beaux jours, même si, en tout cas, au moment où on tourne cette vidéo, c'est pas encore hyper évident. Hein. Je crois que non, t'es d'accord? Bien sûr. Donc, je propose un petit pad thaï. Très bien. Un petit pad thaï, pour ceux qui savent pas, donc c'est des petites pâtes à la thaïlandaise. Pâte de blé. Hein, Pâte de riz, pâte de blé, ça dépend. pâte de riz, hein, je crois. Très bien. Si je dis pas de Pâte de bêtises. riz, allons-y, pâte de riz. Voilà. Avec de la sauce soja. Coriandre ou pas coriandre? Il y a deux équipes. Hein. Coriandre pour moi. Oh, Léon, c'est pas coriandre. Ah non, j'aime. Coriandre pour moi. Coriandre pour moi aussi. Œuf. Tofu. Tofu. Ah, tofu, ok. Ouais, j'aime bien. Très bien. Crevettes, pas crevettes? Crevettes, si possible. J'aime bien. Pas de taille aux crevettes, du coup. Pas taille aux crevettes. Mais voilà, c'est léger. Ça passe bien. Ça se mange sans faim. Bien évidemment. Puis ça fait voyager, quoi. À toute notre communauté thaïlandaise, qui est très très la team importante. Bangkok. Tout à fait. Pour vous. Avec toutes nos teams, bien évidemment, à qui on fait la bise, la team Throne, etc. Moi, je suis obligé de rester dans le thème. En ce moment, je me nourris que de ça parce qu'il faut allier à la fois Burger actualité. King encore. Non, il faut allier actualité et alimentation, donc petit salé lentilles, bien évidemment. Hein, n'hésitez pas, c'est très très bon. Ah, tu sais qu'un petit salé lentilles vraiment bien Mais fait. c'est hyper bon. Ah, parce que Bien souvent, sûr, tu sais, on c'est dit hyper petit salé lentilles, c'est un peu le plat de la. bon. Ah tu non, non, vois. non, c'est très très bon. Mais un Non, petit non, salé non, lentilles, c'est non, très non. bon. Et alors, si vous êtes fan des Lakers ou d'autres franchises comme ça, en ce moment, les petits salés lentilles, Voilà, c'est ça, exactement. c'est absolument succulent. Évidemment, on vous attend dans les commentaires. Léonce, Oui. Qu'est-ce qu'il Ouais. mange? Voilà. Ouais. Côte de bœuf. J'en- Côte de bœuf, d'accord. Ah ouais. Ça fait ah, Pomme vegan. de terre, Ça fait pas assez. pomme de terre, haricots verts. Haricots verts, pommes de terre. Sauce au poivre, Non, non, ah, non, non. Non. Tu prends Une côte de bœuf, pas de sauce. toute bonne seule, viande. pas de- Ouais. Et tu ne cuis pas trop. pas trop. Pas trop. Ok. À ma team vegan, évidemment, vous faites ce que vous voulez. On vous retrouve bien évidemment. On vous retrouve bien évidemment au salon de l'agriculture la semaine prochaine. Non, bien évidemment, on vous retrouve dans les commentaires pour ceux qui ont envie de nous C'est suggérer Mélo vos qui plats nous de met de bouffe. bonne humeur comme ça. Tout à fait. On va se régaler cette semaine et justement, on ne va pas perdre plus de temps. On va devoir démarrer tout de suite l'enquête, mon cher Alex. Allez, on y va. Et si Carmel Anthony avait fait toute sa carrière et faisait toute sa carrière à Denver, fait toute sa carrière à Denver. En bref, on va réapprendre les verbes prétérites et présents simples. Le contexte, tout de suite. Comme tu le sais, à chaque fois, je te lance sur une date. Nous sommes le 26 juin 2003. Au soir d'une des plus grandes drafts de tous les temps. Là où l'une des, Une des. c'est selon. Pour moi, c'est l'une des. Mhm. Une draft qui va voir LeBron James se faire choisir en 1. Une draft qui va voir Détroit cartonner son deuxième choix. Les Nuggets choisir Carmelo Anthony en 3. Je crois que c'est Chris Bosh en 4 et Dwayne Wade en 5. Tout à fait, nous avons On est bien d'accord. sur ce podium de la draft. 4 Hall of Famers dans le top 5. C'est ça. Attends de voir ce qui se passe avec Chris Bosh, mais en effet. Oh, Chris Bosh Bosh. Vrai. Alors là, Non. je la dis même pas, mais vous savez très bien ce que j'en pense. Exactement. Franchement, Non, si mais 1-1 est Hall of Famer First Ballot, Chris Bosh c'est un Hall of Famer tous les jours. moi aussi, mais évidemment, on les attendra que le futur rende hommage à notre ami CB1. On a dans le top 3 de cette draft 2 des 10 scoreurs les plus prolifiques de tous les temps. C'est une phrase qu'on peut prononcer aujourd'hui, c'est quand même énorme, puisqu'on a le débat entre la draft 84, la draft 2003, la draft 96, nom de Dieu, et d'autres petites cuvées qui vont être sympas en attendant de voir ce que ça va donner avec, je ne sais La pas, draft Luka 2021. Doncic, Trae Young, La draft 2021, Colin ça, Sexton. Ouais, tout à fait, la draft 2021, qui sait. parce qu'elle arrive à grands pas, puis il a l'air d'avoir quand même des garçons. Bref. Bien évidemment, très très productif. On est aussi dans un contexte, pour le rappeler, qui, au moment où la draft a lieu, les Cavs, c'est sûr, tu pars sur LeBron. La story est trop belle. Cleveland est à chier, et on a l'enfant de la ville qui a grandi en gros, à Puteaux, par rapport à Paris. Qui est en train de déboîter tout le lycée, tous les lycées, machin et tout. Non, c'est clair, c'est le clear number one. Clear number one, tu as LeBron. Ensuite, il y a cette hésitation, comme tu le dis, ça cartonne du côté de Détroit, puisque on est sur une équipe des Pistons qui est compétitive déjà à l'époque, hein, quand même, on est en playoff, on a ce pic magnifique qui arrive dans les mains. Joe Dumars, allez, on y va. On va prendre Darko Milicic. On va renforcer un petit peu notre raquette. Un peu compliqué.
le contexte de l'époque, évidemment, c'est important de le rappeler, on l'a écrit dans un gros bouquin qui est juste ici, c'est que, évidemment, quand on est dans une époque dominée par Dirk Nowitzki, Tim Duncan et Kevin Garnett, un petit intérieur qui fait bien le travail et qui est fort technique, ça donne envie de faire des bêtises. Bien sûr. Mais en 3, et c'est là qu'on a cette conversation et qu'on va suivre la carte de LeBron avec celle de Wade et de Melo, hein, au-delà d'une banane gonflable, comme on dit dans le jargon. On a Carmelo Anthony qui vient de réaliser une saison extraordinaire à Syracuse en NCAA. Il est champion universitaire, il est incroyable techniquement. Monstrueux, il a fait le parcours à Oak Hill au niveau lycée, donc qui est quand même un des gros centres de formation des jeunes pépites américaines. Et donc quand Melo arrive, il y a toute cette hype autour de LeBron, mais le clair deuxième meilleur joueur de cette draft attendue, c'est Carmelo. Ouais, bien sûr. Hands down. Et c'est tout à fait mérité par rapport à son parcours à Syracuse. Bien sûr. Et d'ailleurs, par la suite, dans sa carrière NBA, ça va quoi, Il va pas nous faire mentir non plus, hein. 26 000 points. Ouais, puis une qualité offensive absolument incroyable, au-delà même des stats. Bien sûr. Donc non, Denver va prendre Carmelo Anthony en 3e position. C'est ça. Les Nuggets, qui à l'époque ont déjà une base d'équipe pas si mauvaise que ça, mais qui vont travailler au fil des années. C'est peut-être aussi ce qui va nous intéresser dans ce contexte. Je sais pas par quel bout tu voulais le prendre. Comment tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on raconte? Donc Melo, il arrive à Denver. Il fait une saison de rookie de l'année. Après, il n'est pas rookie de l'année, c'est donné à Bonbon, mais... Les gens qui ont donné le trophée à LeBron, on aurait pu le donner à Melo, il n'y avait pas de problème. Ouais. Les Nuggets 21 points, bien sûr. 6 rebonds, 3 passes, tout à fait. Lourd. Tout à fait, la production elle est là, les Nuggets vont en playoff, pendant que Cleveland, je peux te jurer que ça regarde les playoffs à la télévision à ce moment-là. Et Melo est déjà le meilleur joueur des Nuggets, je veux dire, on discute avec des Miller et compagnie. Ouais, mais je veux dire... direct, d'entrée, ça se voit tout de suite, c'est ces rookies-là qui arrivent. Et en fait, le mec, il arrive... physiquement, il est déjà grave NBA ready, et c'est ses scoreurs nés là. Il arrive en NBA, tu lui files un ballon, gros défenseur NBA ou pas, Melo, ça jab step, ça drive, il est déjà technique, il est bien. Les plus jeunes d'entre nous qui nous regardent, ne vous fiez pas à ce que vous voyez aujourd'hui. La mobilité balle en main de Carmelo Anthony jeune, c'est chaud. Ah, c'était vraiment un félin. C'est un félin, il est athlétique, ça monte au dunk. Il y a pas mal de gros gars qui se sont fait écrabouiller par Carmelo Anthony. Bien sûr. Et il a déjà ce shoot d'une très grande qualité, que ce soit à mi-distance, à 3 points. Il a déjà des super moves au poste, face au panier. Enfin, bref. Bon, enfin, dès sa saison rookie, Carmelo Anthony, 21 points par match en rookie, ça veut dire que 1, on te file les ballons, et que 2, t'es capable en fait, parce que c'est pas facile la NBA quand t'arrives. 21 points de moyenne, en effet en 82 matchs joués, 37 minutes de moyenne. Melo est absolument énorme sur sa première saison NBA, déjà très clutch, un thème qui va revenir souvent parce que Melo dans le Money Time, on se déplace à Indiana, pas de problème, on se déplace dans d'autres franchises, pas de problème, il est clutch. On peut déjà donner la balle à ce garçon dans le Money Time et il peut emmener ta franchise loin. On est tout de suite sur un phénomène, les tresses, le bandeau, le style de jeu, le book, très rapidement. Même si on parle beaucoup de LeBron, les lieux, etc., Melo, dans le conscient consommation NBA et des gens qui regardent la NBA, adore Carmelo Anthony. Ça va devenir un des joueurs préférés. Il est beau à voir jouer. Il est tellement beau tout à fait à avoir joué que la coudière, le style de jeu, ce qui dégage en termes de d'aisance, la facilité, technique, facilité, c'est ce qu'on a pu voir. Je veux dire, comme tu dis, les plus jeunes qui nous regardent, quand on a vu l'arrivée de KD en NBA à Seattle, où on le voyait offensivement déjà très très fort, on se disait que va-t-il se passer. Melo, en fait, au bout de 2 saisons et demie en NBA, on se dit, il va scorer quand il a envie et on se débrouille pour savoir quel est son total de points à la fin du match. Parce que deuxième saison, sophomore, grosso modo, la même ligne de stats, grosso modo. Et dès la 3e saison, ça y est là. On est à 26 points, on a 5 rebonds encore, on a toujours 3 passes, mais on est à 26 points. Et on a 48% au shoot. Dès la 3e saison, on a tout de suite un des meilleurs scoreurs de la ligue, en fait. Ouais. Voilà. 4e saison All-Star, 5e saison All-Star, la 4e saison au passage il met 29 points par match, l'autre, quasiment 4 passes, il y a toujours les 6 rebonds, il augmentera, il va devenir un meilleur rebondeur petit à petit parce que il va prendre un petit peu de poids, il va osciller entre le poste 3-4 assez rapidement et bien tout. Sûr. Et puis petit à petit le front office de Denver construit vraiment autour de lui.
Il y a ce trade en cours de saison 2008-2009, si je dis pas de bêtises, parce qu'il a eu Iverson, hein, Melo, au milieu des années 2000, à côté de lui. Tout On peut à pas fait. dire que ça ait donné grand-chose. Non, en effet, il y a juste ce passage tout à fait. Enfin, vas-y, je te laisse. Non, vas-y. Non, mais c'est sur ce passage juste de Allen Iverson, parce que souvent on le skip un petit peu, il est important. Parce que dans la façon dont Carmelo Anthony grandit en NBA, il y a pas non plus une base. Il faut se rappeler par rapport aux gens qui voient Denver aujourd'hui qu'on n'est pas non plus sur une des franchises les plus stables à l'époque de la NBA. On a même eu des années 90 qui sont compliquées. On a eu certes des Robert Pack et des Antonio McDyess, mais là, quand on voit Melo qui arrive, les Nuggets se disent on a une star, il faut essayer de lui apporter une autre star. Et donc il y a ce transfert qui est réalisé pour essayer d'obtenir Allen Iverson. Donc on a les deux garçons avec le bandeau. Gros scoring. Offensif, ouais. Tout à fait, tu fais même des frayeurs aux Spurs au premier tour des playoffs parce que tu gagnes le Game 1 à San Antonio. Moi, je m'en souviens bien, on se disait genre Après, ça maîtrise. Tout à fait, mais quand les deux cliquent, Ouais, je suis d'accord. tu dis genre Oh, dis donc, c'est relou à attention. défendre. Puis Ouais, le je suis grand d'accord. frère avec le petit frère. Ah, je suis d'accord, c'est relou à défendre. On était hyper saoulés, mais aussi ce virage-là, c'est aussi un virage qui va commencer à affecter aussi l'image de Carmelo Anthony. C'est niveau attitude, niveau leadership, niveau prise de décision. Offensif. Niveau défensif et ce qu'on a pu voir notamment derrière à New York avec la baston avec Nate Robinson, avec tous ces gars-là. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des prémices de Melo un peu thug life. Ouais. Et la NBA et même le conscient collectif n'aiment pas trop ça. Puis, alors il y a ça, et puis il y a aussi le côté, ce qu'avaient d'ailleurs très bien compris les dirigeants de Denver à l'époque, c'est que assez rapidement, personne ne va mettre en doute le talent offensif pur et la qualité de Carmelo Anthony. Par contre, son leadership est assez rapidement remis en question. Le fait d'être à côté d'Iverson, ça fait que ça se voit un peu. Il y a du mal à trouver c'est qui vraiment le leader entre les deux et tout. C'est pour ça que le staff de Denver va faire un truc, c'est qu'ils vont dire, tu sais quoi, en fait, on serait pas plus mal avec Chauncey Billups. En gros, il nous faut un patron, un daron. Et donc, ils vont construire cette équipe de la saison 2008-2009. Qu'est-ce qu'elle a été kiffante. Ah ouais. Autour de Carmelo Anthony, avec des gars durs au mal autour, mais du daron. C'est-à-dire, t'as Chauncey Billups à la main, t'as des Kenyon Martin dans la raquette. Kenyon Martin, on peut me dire ce qu'on veut et tout. C'est pas le gars le plus, c'est pas le gars à qui tu veux donner les clés de ta franchise. Non. Par contre, quand il faut aller au mastic, qu'il faut défendre, éventuellement montrer les coudes et un peu guider le jeune Melo et tout, c'est pas mal. Tout à fait, on est en 2009, donc ça veut dire que tu as été, si t'es Kenyon Martin, ça fait quasiment 10 ans que tu es en NBA, que tu as été multiple All-Star avec Jason Kidd, que tu as connu les finales NBA, que tu es un gros défenseur, donc on va laisser le shine à Melo et je vais faire tout le travail à la mine. Le travail à la mine que je vais partager avec des Néné Hilario et des Birdman, Chris Anderson, qui est là à cette époque. Il y a eu une belle période d'ailleurs avec Marcus Camby juste avant. Il y a du Linas Kleiza qui faisait son passage en NBA, qui apportait un côté européen, technique, polyvalent, assez intéressant dans cette équipe de Denver. Tellement fort. Il y a Monsieur Gérard. Parce que le Gérard de Denver, attention, pardon. Alors c'est vrai qu'en termes de leadership et d'attitude, on peut discuter autour de Gérard. On peut. Voilà. Non. Si. Mais par contre, en termes de talent, le Gérard de Denver... c'est sorti dedans, c'est des orgies offensives. 360 Bien et sûr. tout ça, quoi. C'est des orgies offensives à plus de 10 tirs à 3 points rentrés dans un seul match. C'est les Nuggets qui essaient de se dire justement, ok, en effet, dans la continuité de ce que tu disais au niveau du leadership et des vétérans, tiens, il me faudrait un mec qui aille à la mine. On va pas trop en parler, mais il va faire le travail. Tiens, Dante Jones, tu vas défoncer les attaquants adverses. On va te mettre sur Kobe. Exactement. Derrière Chauncey Billups, on va mettre du Anthony Carter pour essayer aussi de faire le travail. Carter, tout à fait. Tous ces darons en fait qui viennent parce que le management de Denver, comme tu l'as dit, reconnaît que Melo est très fort, mais qu'autour de lui, il n'y a pas le travail. Tout ça, alors que à côté, on a vu. Parce qu'il faut redire aussi le contexte. On a Wade, 2006, champion NBA. Champion NBA. T'as eu du Shaq. On a Brombron. Qui commence à piquer très fort. Qui commence à faire en effet des grosses performances. 2007-2008, on est dans des années où coucou les Pistons, bonjour, on fait des performances sales, on est en finale NBA. Donc quand t'es Carmelo Anthony, bien sûr. Parce que Melo, Brombron, tu lui auras donné Néné Hilario, Chauncey Billups, Kenyon Martin, enfin genre. Tu vois, on peut. Après, c'était le LeBron de l'époque. Non, donc mais il n'y a à pas eu l'époque, encore on le se dit switch. ça en fait. On se dit, tiens, Melo, faut qu'il y arrive en fait avec cette équipe. Tout à fait. C'est ça qu'on se dit quand même. En sortie en 2003, tout à fait. On essaie de voir quel va être le garçon qui va prendre la pole position. En 2006, t'as Wade, puis ensuite t'as LeBron qui vient et Melo, on est là genre Et 2009, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est la saison où Melo est juste trop fort avec un Chauncey Billups qui est parfait. Parfait. Tu parlais de leadership, c'est lui qui va vraiment prendre les rênes de l'équipe et dire genre ok, on stabilise les choses. Tout ça aussi avec un coach, George Karl,
qui a pu avoir quand même des différends avec plusieurs joueurs, Gary Payton par le passé, des Marcus Cousins par la suite. Donc il faut aussi un mec comme Billups qui juste assainit le quotidien, quoi. Et ça va en finale de conf en playoff. Ouais. Ça perd 4-2 si je dis pas de bêtises contre les Lakers de Kobe, Pau Gasol, Lamar Odom et compagnie. Bien sûr. Ça peut arriver à des gens. Les Lakers de Phil Jackson et tout. Ça énerve pas mal côté Denver, côté Melo, on se demande et tout. Mais ça repart quand même pour la saison suivante où Melo fait encore une énorme saison, en 2009-2010. 28 points, un peu plus de 6 rebonds. Enfin bref, il est là, quoi. Il est là, c'est Melo, ça score, il est très compliqué à stopper et tout. Ça fera moins bien en playoff, ça retourne pas en finale de conf. Je me demande, c'est pas encore les Lakers d'ailleurs qui les font. On a enlevé les tresses depuis 1 an et demi et on a encore Denver tout à fait qui bute. Je sais plus qui est au premier tour, je vais te dire ça tout de suite, ne bouge pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu as Denver qui enchaîne, c'est contre Utah. Ah, Utah, oui, c'est vrai. Le Utah de Carlos Boozer et d'Aaron Williams. Tout à fait, c'est pas faute d'avoir mis 40 points dans le premier match contre Utah, mais c'est vrai que de la même manière qu'on a pu en parler avec, sans faire de comparaison de joueur à joueur, hein, mais quand on a pu en parler avec Kevin Garnett ou avec d'autres garçons comme ça, le talent est indéniable, mais quand est-ce que tu vas au-delà du premier tour des playoffs ? C'est-à-dire qu'une fois qu'Edgy l'a fait en 2004, quand il y avait eu les Sprewell et les Sam Cassell, une fois qu'Carmelo Anthony fait les finales de conférence avec Billups et compagnie, mais ça ne va pas plus loin. Tu retournes à la case départ qui est ça ne marche pas. Et on approche gentiment aussi de la fin du contrat. On approche gentiment de la fin du contrat qui est prévu pour 2011, pour l'été 2011. Mais on démarre quand même la saison 2010-2011 à Denver, côté Melo. Voilà, on est là, on envoie du lourd, on met des points, blablabla. Clutch. Denver, équipe sérieuse, tout ça, machin. Paul Millsap qui se fait écrabouiller. Et dans le même temps, sur la côte Est, on a une petite équipe qui joue dans la Big Apple, hein, la fameuse. Les Brooklyn Nets. Une équipe de New York qui s'appelle les New York Knicks, je ne sais pas si vous connaissez, qui elle aussi est en plein doute, en plein questionnement, et qui vient de poser quand même sur la table, à l'été 2010, vient de poser un énorme pari sur la table. C'est que ils ont cherché une grosse star. Alors il y a eu des rumeurs comme quoi LeBron allait prendre la décision de venir. Non. Chris Bosh, non, il va retrouver LeBron. Joe Johnson, non, et tout. C'est finalement Amar'e Stoudemire qui va se voir attribuer un petit contrat sympathico de 100 millions sur 5 ans, hein, quand même. Gros, à l'époque, aujourd'hui on rigole, mais à l'époque 100 millions, c'est vrai, hein. Allez, aujourd'hui on rigole. Hein. Aujourd'hui 100 millions aujourd'hui, sur 5 ans. Davis Bertens. C'est pour ça que je te sors des conneries. Ça, hein. Ouais. Aujourd'hui, Joe Harris. Ouais. Donc bon, là c'est Amar'e Stoudemire qui a eu des soucis de blessure, mais est quand même un joueur monstrueux des années 2000. La phrase de Knicks are back. The Knicks are back. Stoudemire prend le challenge et la saison 2010-2011 démarre. Amar'e Stoudemire est monstrueux. Candidat MVP. Hein. Candidat MVP monstrueux. La série de 8 matchs de suite à plus de 30 points. Vas-y, tiens. Patrick, comment ? Tiens, je vais effacer les tablettes. Patrick, votre Patrick, là. Le shoot refusé parce contre que tu étais un peu après le buzzer contre il est bien Boston. Après, quand même. Comment ? Il est bien après quand même. Oui, enfin bon. Franchement. 3 secondes. Ouais. Non, mais c'est vrai le match est extraordinaire. Le match est complètement dingue. New York, les Knicks sont de retour. Ouais. On est là en train de se dire, mais waouh, les Knicks de Mike D'Antoni, le pick and roll, Felton Stoudemire, c'est indéfendable. Il y a Landry Fields dans un coin, il y a Gallinari, il y a Wilson Chandler, l'homme à tout faire. On est là. Non, mais attends. Ces Knicks là, bien sûr, sont d'un kiffant mais hallucinant. Ben oui, parce que tout à fait, à côté de tous ces garçons, t'as aussi Danilo Gallinari qui a été drafté il y a peu de temps, donc évidemment il y a de la grosse performance aussi sur les premières saisons, qui c'est ce scoreur qui commence à faire ça, et à Denver on va commencer aussi à le comprendre par la suite. Mais c'est vrai que les Knicks sont tellement kiffants sur la première partie de saison que tu as Amar'e Stoudemire MVP, ou du moins un candidat MVP avec les Dwight, les Derrick, etc. Et les LeBron James, je sais pas si vous connaissez. Et il faut utiliser cette opportunité pour bien entourer Amar'e Stoudemire. Les Knicks restent les Knicks. Oh, putain, les Knicks ont envie de Carmelo Anthony. Faut préciser une petite chose, Carmelo Anthony, tiens, il est né où ? Ah, à Brooklyn. Donc à New York, hein, parce que Brooklyn fait partie de New York. Tout à fait. Brooklyn
n'est pas la ville de Kevin Durant, James Harden, tout. C'est un quartier. C'est un de New York. TX, tout à fait. C'est une parcelle. Mais après, Il les est gens. né à New York. Tout à fait. Les gens associent souvent Carmelo Anthony à Baltimore parce que c'est là qu'il a grandi, qu'il C'est a là fait. qu'il a grandi, mais il est né à New York quand même. Mais il est tout à fait très fier et qu'il dit d'ailleurs, Melo, que s'il doit y avoir un endroit où il peut être transféré, bah. Et là, les Knicks, au lieu de prendre ce petit risque, pas si énorme que ça finalement, mais bon, ils l'ont pas pris, on peut pas savoir, de attendre l'intersaison et de continuer sur leur dynamique actuelle et de voir à l'intersaison si, en mettant une bonne petite blinde sur la table de Melo, il n'y a pas moyen de le faire venir sans contrepartie, les Knicks vont plutôt céder On verrouille. au comment dire, Caprice. au spotlight, au caprice de Melo. Non, pas au caprice de Melo, mais au caprice des général managers qui voulaient. Caprice des général manager, mais aussi le petit côté Melo, tu vois, il avait envie, quoi. Il avait envie, entre guillemets, enfin, il l'a souhaité, ce trade, quoi. Bien sûr. Mine de rien. Il l'a souhaité. Les dirigeants de Denver, sentant le vent du boulet, se disant, on va quand même pas perdre Carmelo Anthony contre rien, ils ont dit à New York, ce qu'on va faire. Et c'est quoi, c'est ce qu'ils ont fait en interne à Denver. Moi, je la connais l'histoire. Enfin, non, je déconne. Mais moi, je sais, j'ai une petite idée de ce qui s'est passé. Je pense qu'en interne, dans le front office de Denver, ils se sont dit, vous savez ce qu'on va faire ? On va leur faire une offre impossible à accepter. Comme ça, ils vont être obligés de refuser et on va gagner un peu de temps. Ce qu'on va leur dire, c'est vous nous filez Wilson Chandler, Raymond Felton, Danilo Gallinari, Timofey Mozgov et puis un paquet de draft picks et puis on voit ce qu'on peut faire. Et là, Oui. les Knicks, ils ont fait d'accord, Oui. top là. Non, c'est vrai qu'il y a Bon, cette. ils ont quand même envoyé Billups Non, il y a- avec Melo, ils il y ont a envoyé Billups, il y a- Reynaldo Balkman, je crois qu'il y a Anthony Carter Il y a dans le Anthony Carter, délire. tout à fait. Et il y a, comment il s'appelait là je l'aimais assez bien là. Sheldon Williams. Oui, lui, le shooter un peu là. T'es vache. Mais je l'aimais assez bien. Bref, non, mais- les Knicks sont Melo. Ils ont Sauf qu'ils ont cassé l'équipe du coup. ils ont réussi à récupérer Carmelo Anthony, le buzz est énorme. Parce que tu as Amare Stoudemire qui vient de dire les Knicks sont de retour. Tu viens d'avoir des dingueries du côté de Denver où ils disent ok, il faut qu'on coupe les ponts. Là, d'ailleurs, la saga est assez flippante à l'époque. C'est la saga Melo, il y a la saga Dwight aussi. Oui, On commence il y a à la se saga dire. Dwight, tout à fait. On commence à Même se dire moment. genre hop, et on est tout ça, puisqu'on est dans le contexte et qu'on va faire après transition, on est tout ça quelques mois après un petit truc qui s'appelle The Decision, où en fait laisser partir sa star contre Peanuts, Bah, c'est pas bon. à moins de revenir en 2016 et de revenir d'un 3-1 lead, généralement ça se finit mal. Ça se Salut finit les Rockets et Raphaël Stone. Non, mais on est d'accord. Non mais donc tu vois, Ça se finit mal. les Nuggets savent qu'il doit y avoir une contrepartie. Et donc ils en ont eu une quand même assez belle, hein, on va quand même pas se mentir. Hein. Et surtout, côté Knicks, Carmelo Anthony arrive dans sa ville, dans une équipe qui est censée devenir son équipe, sauf qu'il y a déjà un franchise player en place quelque part. Je veux dire, on a un mec qui est sur une demi-saison de calibre MVP. Mhm. Tu perds Raymond Felton à la main alors qu'il s'entendait très bien avec Amare Stoudemire, mais tu mets Chauncey Billups à la place, même s'il est vieillissant, on se dit bon quand même, meneur d'expérience avec un front de courte équipé de Carmelo Anthony et de Amare Stoudemire, bon quoi, genre il y a moyen de scorer, On n'a pas besoin de Chris Duhon. ça va être incroyable en attaque, tu vois, voilà ce qu'on se dit. Mhm. Bon, c'est pas tout à fait passé comme prévu, hein, je crois qu'on peut le dire. Bon après, il y a eu pas mal de paramètres, c'est vrai. Mais bien sûr. Hein. Le Stud va se mettre à enchaîner les blessures. Déjà, premier paramètre, ça c'est pas forcément de la faute de Melo. Hein. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas de sa faute. Le dos Il y a- du Stud, le genou du Stud, les extincteurs, tout ça, c'est pas de la faute de Melo, tu vois. On a tout à fait, et je pense qu'on va pouvoir se faire le gros bordel après dans notre section, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je pense, si tu me vois venir. On va parler Knicks, on va parler Nuggets, on va parler de plein de choses, je te laisse appuyer. Bienvenue tout de suite dans la boîte à SF. La boîte à SF. The boîte à science-fiction, small forward. SF, small forward. Melo, small forward. Ça Exactement. marche bien aujourd'hui. On est bon, ça fonctionne. Et donc au moment où nous faisions la transition, on était en train de se dire la page Denver elle est tournée. Et qu'est-ce qui va se passer chez les Knicks? C'est qu'en effet, on commence à voir des blessures, des choses qui ne sont pas dues à ce que décide de faire Carmelo Anthony. C'est-à-dire que lui, en effet, on peut encore remettre en cause leadership, présence, lui aussi il y a 2-3 blessures. C'est la saison de Jeremy Lin quand même, la saison suivante, celle de la Linsanity, où on le voit pas sur le terrain et où tu as Jeremy Lin qui devient une star.
l'espèce de photo d'équipe qu'on voit en début de saison avec Mike D'Antoni, Melo et Amari Stoudemire, c'est un fantasme new-yorkais, mais on va jamais vraiment le voir se matérialiser sur le parquet. Non, jamais. Enfin, à trop rares reprises, on va dire. Et puis surtout, moi, la question que je me pose, c'est déjà... Première question, genre... Est-ce que on n'a pas... C'est sûr, on l'a brisé, mais à quel point on a brisé la dynamique Mike D'Antoni aux Knicks? Non, juste une question. Jusqu'à quel point ce trade a brisé le Mike D'Antoni basketball qui était en train de s'installer gentiment sous la houlette d'un pick and roll avec des shooters? Non mais tu vois... J'entends cette question, tout à fait. C'est une vraie question. Tout à fait. On peut se la poser. Et face à cette question, j'ai envie de dire, la belle demi-saison des Knicks était belle, mais on était sous du Mike D'Antoni, donc on a vu par la suite ce que ça donnait en termes de plafond, gentiment, et je ne sais pas si ça aurait été extrêmement plus loin. La dynamique a été coupée, mais je ne crois pas qu'ils auraient été plus loin que ça, quoi. J'ai tendance à être assez d'accord. Maintenant, j'ai une deuxième question qui découle de ça. Oui. Est-ce que, quitte à tout péter l'effectif, est-ce que les Knicks n'auraient pas dû le faire pour Chris Paul de l'époque, Deron Williams, enfin un meneur de pick and roll pour Stoud? Le problème, c'est que dès que tu faisais un transfert avec Chris Paul, malheureusement, il était annulé par David Stern. C'est bizarre, ça. C'est Non, surprenant. C'était avec les Lakers, ça avait Dan Gilbert. Mais oui, ils auraient pu le faire pour un autre joueur. Quand tu prends le versant Knicks, parce qu'après, il y a plein de gens qui associent, on a souvent eu ces débats récemment, tu sais, sur si tu retires le maillot de Melo, est-ce que c'est à Denver ou à New York? Parce qu'on va avoir quand même une belle carrière ensuite de Carmelo Anthony avec les Knicks, où il y a du scoring, il est leader de la NBA au il scoring. Il est fort, il va faire meilleur scoreur d'une saison sous le maillot des Knicks et tout. Non, mais bien sûr. Et au moment où on parle, quand on commence à faire, tu sais, des Julius Randle et des Tom Thibodeau réalisent la meilleure saison depuis la saison 2013 avec Carmelo Anthony qui est le leader quand même, c'est cette équipe là où ça se passe bien. Donc ça passe les Celtics au premier tour. Je crois que ça passe Boston au premier tour avec Gérard qui fait la célébration qui s'habille en noir et tout. Tout à fait. Shoot de l'autre bout du terrain et tout, magnifique. 6e homme de l'année. Ouais, 6e homme de l'année, tout à fait. Donc Monsieur oui, la dynamique elle est cassée. On voit ensuite des véritables galères et c'est là que j'ai envie de te poser la question qui va dans le sens de ce que tu disais, c'est Melo responsable de ce qui va se passer après en termes de malchance, etc. Ou Melo se retrouve chez les Knicks qui ont un coach par an, Phil Jackson qui débarque et où ça devient un bordel titanesque. Il n'est pas responsable de tout, mais il a sa part. Il a sa part puisqu'il débarque en normalement patron. Il débarque dans une ville dont il est originaire, il a dit je veux être à New York, nanana, le maillot des Knicks, blablabla et tout. Il débarque dans une équipe qui mise sur lui. Et je suis désolé. Oui, Melo est un joueur techniquement fabuleux, mais non, il n'a pas rempli tous les objectifs qu'il devait remplir quand il est arrivé à New York. Qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà. Et notamment en termes de leadership, où on a vu aussi des mauvaises facettes de Melo. On a vu que ça tenait pas de ouf la pression médiatique. On a vu que... La pression médiatique dans quel sens ? Bah tu vois, t'as parlé de la petite échauffourée, la petite baston. Ouais. À New York ça allait, non? Comment? À New York ça allait, non? Ouais. Oui, non, j'entends. Ça a un peu craqué sous la pression, quoi. Le leadership de Melo a un peu craqué sous la pression. On a critiqué ses décisions. La première des décisions qu'on peut critiquer, c'est cette espèce de forcing qui a été fait pour absolument vouloir venir à New York. On peut commencer par le début. C'est-à-dire que, avant même ta question, c'est est-ce que ce choix de carrière a été bon de la part de Melo? C'est hyper facile de juger a posteriori, mais on est a posteriori. Est-ce que ce choix de carrière a été bon pour Melo, en fait? Eh ben, on peut demander tout à fait. C'est une vraie question, en fait. Eh ben, c'est là que les Nuggets se souviennent bien de leur histoire et qu'on va suivre une décennie assez dingue du côté de Denver. C'est que, salut Toronto, je pense que vous pouvez confirmer, on a l'émergence de Masai Ujiri. Fucking Ujiri. À Denver qui va notamment être dans ce trade et dire ok, on va construire l'équipe avec Iguodala, avec Gallinari, avec du Farid, avec qu'on va voir par les années suivantes, Ty Lawson, Wilson Chandler, etc. On va essayer de bien drafter Nikola Jokic, Jamal Murray, etc. Bon, après ça c'est des différents managements, mais tout à fait. Quand on a Masai Ujiri qui commence à faire ses premiers pas en NBA, c'est limite à se dire, par rapport à ta question,
Il y a eu un choix de carrière fait par Melo, qui est compréhensible à l'époque. Et il y a eu un choix de franchise fait par Denver. Et il y a un choix de franchise fait par Denver, Je suis et d'accord. alors que les routes, elles auraient pu se rejoindre, les routes, elles se séparent. Et donc, Melo, on peut faire la liste des meilleurs general managers sous lesquels il a joué. Denver des années 2000, c'était pas non plus la folie. Hormis cette année 2009 où ça s'est bien passé avec Billups. Mais derrière, alors que Denver commence à construire un futur brillant, les Knicks sont dans la daube, mais totale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette saison 2012-2013 qui, pour moi, fait un peu illusion au milieu du marasme new-yorkais Ah ouais. de ces années-là. Mais c'est tout. Marasme new-yorkais duquel Melo est le franchise player. Je suis désolé. Ah oui. Melo est le franchise player de Knicks. Pas terrible. Voilà. Pas terrible. Non, bien sûr. Alors ouais, il est fort et ouais, il est capable de mettre 2 énormes shoots en fin de match pour fumer les Bulls. Ou 60 points dans un match. On est d'accord, il peut coller 60 pions aux Hornets, je crois, ou aux Bobcats. Ah bah, Michael Kidd-Gilchrist. Tout à Voilà, fait. défenseur élite, Michael Kidd-Gilchrist, on n'oublie pas. Bien sûr, mais en fait, en termes de résultats collectifs, il n'y a vraiment pas grand-chose. En termes d'attitude, moi, j'ai pas kiffé du tout. Bref, en gros, je trouve que à partir de ce transfert, la carrière de Carmelo Anthony, pour moi, elle décline déjà. En fait, ok, il va choper un titre de meilleur marqueur, mais en fait, ça décline, en fait. Par rapport à... En fait, il va rien faire de mieux qu'à Denver. Rien. Nada. Bah de mieux, oui, c'est Non, sûr. Et c'est rien. pour ça que je faisais le comparo avec Garnett, parce qu'en fait, c'est notamment quand on a eu pour un garçon comme KG, les joueurs sont très différents, les carrières sont différentes. Mais quand on voit un garçon aussi talentueux qui, lui par contre, a fait un choix notamment en 2007-2008 de vouloir rejoindre une équipe, de demander son transfert, de quitter Minnesota, alors qu'il était Il hyper s'est attaché. comporté en leader à Boston. Et à leader derrière, tout à fait. Après, il a eu d'autres coéquipiers, évidemment. Tout à fait, et d'autres coachs aussi. Et d'autres coachs Non, mais aussi. je suis d'accord. Tom Mais Thibodeau était sur le banc. il s'est- Avec Oh, Doc ouais, Rivers. ouais, puis attends, Doc Rivers en termes Et Doc d'autorité, Rivers, non, mais j'aime bien bien sûr. Mike D'Antoni, mais bon, Ah, bien voilà, sûr. c'est différent. Et puis des coéquipiers, tout à fait. Mais au moins, Garnett, tu sens qu'il est... Tu vois, Il Carmelo... s'est adapté, ouais. Ouais. Bien sûr. C'est-à-dire que Carmelo, si tu dois devenir le patron, bah, faut le montrer, en fait, faut l'assumer, en fait. Et c'est là qu'en effet, il y a eu des limites. Mais c'est fou quand tu regardes en arrière, justement, ce croisement, parce que derrière Denver, et c'est un nom qu'on n'a absolument pas mentionné, et je te pose la question, c'est si Melo fait toute sa carrière à Denver, 1, quel est le palmarès? 2, comment se déroule sa carrière? Est-ce qu'on est sur un de ces gars? Quelle image on a de lui. Tout à fait. Et 2, comment ça se passe pour Nikola Jokic, en fait? Et Bouard. Tiens, le grand Serbe, là. Alors voilà, tu vois, ça, c'est notre franchise player, il s'appelle Carmelo Anthony. Donc toi, ce que tu vas faire, si tu n'as pas commencé à nous saouler, à essayer de faire des passes dans le dos ou je sais pas quoi, là, tu te mets sous les cercles et tu grattes des rebonds, s'il te plaît. Moi, je Puis pense de temps ça- en temps, t'auras la balle au poste, si t'es sage. Moi, je pense que ça fait pas le 5 majeur à Strasbourg. Nikola Jokic. À l'époque. Pourquoi tu... Non. Oui, je vois ce que tu veux Non, mais dire. tu vois ce que je veux dire? Hmm. On va prendre Plumlee. Non mais c'est fou. Plumlee. Non mais tout à fait, mais c'est fou quand même pour un mec comme Nico. C'est-à-dire que pour un mec comme Jokic, où tu arrives comme ça, où tu as un second tour de draft, où d'ailleurs tu as eu cette transition, où tu as les clés aussi de la franchise, C'est que c'est qu'est-ce un qui se second passe? tour de draft, C'est un Nico second tour de draft. Donc quand c'est... La violence de cette phrase quand on... y Non pense. mais c'est incroyable, faites attention à vos pics. Hein. Ouais. Waouh. Quand tu vois ça, tu te dis, si Melo il reste à Denver, je les avais notés sous les yeux, dans sa carrière, c'est là qu'il met le plus de points, il a 14 000 points en carrière. Il en a 10 000 à New York, il en a 14 000 à Denver. On aurait pu continuer à avoir un joueur très fort, qui continue à get bucket dans sa franchise, mais il aurait été quoi? Toujours dans la même sauce? Ou est-ce qu'il tombe justement dans les mains d'un Masai Ujiri qui dit, allez, tu sais quoi, on va essayer de justement construire quelque chose autour de toi, ou te mettre des joueurs qui en fait peut-être sont juste meilleurs que toi et en fait t'es numéro 2, genre salut Wade, tu vois, qui s'est transformé en 2 extraordinaire. Si ça se trouve, tout le palmarès déjà des Nuggets et de Carmelo Anthony est différent, quoi. Parce qu'au lieu de ça, il s'est tapé, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut de Phil Jackson dans le classement des coachs, mais alors dans le classement des GM... Ah, c'est pas beau. Ah, c'est chum. Tu penses que le palmarès de Melo est différent? On revient souvent à cette histoire de Melo qui est... Tu vois, il y a la stat qui est sortie, c'est... Je sais pas si Denver va faire une bague quand même, hein, faut pas exagérer. Non. Tout à fait. Quand là, il est rentré dans le top 10 des... Il a passé... C'est Elvin Hayes qui l'a passé, je crois, pour Ouais, être je crois. 10e meilleur score de tous les temps en NBA. Ils ont mis une petite étoile en bas en disant seul joueur du classement à avoir 0 bague et 0 MVP. Fine. Est-ce que l'histoire aurait pu être différente? J'en suis pas sûr. Parce qu'il En part à termes 25 de piges. résultats Mhm. sportifs. En termes d'image, forcément.
Peut-être aussi que les caprices qui lui ont été cédés côté new-yorkais ne l'ont pas aidé finalement. Puis ça l'a pas aidé à devenir vraiment un leader, en fait. Ça l'a pas aidé à se remettre en question. Peut-être que, comme tu le dis, un Masai Ujiri ou un management de plus petit marché avant Connelly, ouais, tout à fait. Aurait pu... Comment ? Avant Tim Connelly. Voilà, avant Tim Connelly. Aurait pu éventuellement lui mettre un deal entre les mains en lui disant, gros, chez nous, on veut bien que tu sois le patron, mais regarde, il faudra travailler comme ci, comme ça, on va te mettre tel genre de joueur, il faut jouer comme ci, sinon bah, on va être obligé de te trader. Tu vois ce que je veux dire ? Sûr. On sait pas. À New York, il y a eu un petit côté genre, waouh, Melo, le sauveur, l'enfant du pays, gna 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 et tout, ça va être notre leader, tu vois. Et en fait, c'est tout le drame d'un Carmelo Anthony. C'est que son talent est tel que tu as eu envie de lui faire ce genre de pont d'or, mais lui faire ce genre de pont d'or, c'est oublier l'essence du sport de haut niveau. C'est oublier à quel point c'est dur de faire fructifier suffisamment un talent tout aussi immense soit-il pour gagner en fait. Et Melo, il n'est pas du tout le premier joueur de l'histoire de la NBA, il est loin d'être le dernier, aussi talentueux qui va repartir une main devant, une main derrière en termes de palmarès. Point barre. Et il n'est pas du tout le premier, il y en a plein d'autres. Il y en a plein, il est dans cette discussion des monstres sans bague. Des monstres sans bague, des monstres sans armoire à trophées, quoi. S'il y a des monstres sans bague, bon, ils sont MVP ou tu vois. Malone, Baylor, enfin Malone au moins, mais. Malone, Barclay, tu vois, Barclay, voilà, ok. Mais Melo, il y a quoi ? Il y a un trophée de meilleur scoreur, il y a une grosse dizaine de sélections All-Star, et encore, je sais même pas, si quand même. Non, si, il est 8, quasi 10 fois 9, All-Star, il est 1, 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si, un peu plus de 10 fois quand Voilà, tu vois, non, bien sûr, Non, mais c'est une carrière magnifique, rien à dire, mais franchement, j'ai envie de... Par rapport à son talent, c'est un peu le minimum. Ah mais bien sûr. Et bah, c'est-à-dire que quand on arrive aux Jeux 2012 et 2016, on commence à parler de Carmelo Anthony avec une toute autre plume, qui est de dire quel joueur FIBA extraordinaire. On rêve de Melo FIBA en NBA. Mais Melo FIBA, et c'est quoi ? C'est Melo avec Bronbon, Chris Paul ou Wade qui mènent le jeu, ou Kobe. Là, tout est plus Tu facile. Tout est évidemment tout Pardon, est plus facile. mais Ouais, bien sûr. Mais donc, tu vois, non, mais c'est marrant parce que dans le script de Melo, on va en parler comme ça, alors que si ça se trouve à Denver, s'il reste. Et c'est pas contre New York, et je veux pas faire du Knicks bashing, mais putain, combien de gens ont fini enterrés dans ces Knicks de la décennie 2010 Ouais, c'est dur. Parce que c'était une horreur. À chaque fois, on se fout de la gueule de Tessens ou de Mayhawks ou des Clippers des années 90 ou quoi que ce soit, de ces franchises qui ont vraiment été tellement dysfonctionnelles que des carrières de joueurs énormes sont, comme tu dis, gâchées. se sont terminées avec une main en avant, une main derrière. Voilà, ça, elles sont hachées menues, quoi. Alors que là, on a souvent parlé de chance en NBA, quand tu es un joueur de Denver et que tu passes par cette case, d'ailleurs j'ai oublié de mentionner Carny Sovas, qui fait partie aussi du crew Ujiri, Connelly, etc., pour faire sa formation et devenir un grand GM, qui aujourd'hui est au Bulls, pour ceux qui ont du mal à suivre. Et bah peut-être que Melo, en fait, moi j'ai l'impression, avec cette décision, toi tu parlais de la phrase, j'ai l'impression que sa carrière commence à décliner à ce moment-là, c'est ça que tu disais ? Oui. Moi j'ai l'impression que c'est là qu'il commence à enclencher une espèce d'anti-karma où il va avoir une poisse, Melo, mais une poisse totale au niveau des blessés, au niveau des choix. Après, il se retrouve à OKC, où tu vas refuser d'être 6e homme. Il se retrouve à OKC, il se fait trader. C'est-à-dire que les Knicks cherchent une solution pour se débarrasser du contrat de Carmelo Anthony. Et OKC essaie de se débarrasser du contrat de Melo contre Schroeder et les pics à Atlanta, je m'en souviens encore. Ah, c'est violent. Quand il refuse d'être 6e homme à OKC, là tu te dis, c'est là qu'on s'est dit genre là, on merde. se dit, il y a vraiment un truc qui a été raté là sur Melo. Ouais. On se dit, la mentalité du gars, quoi. Genre, il a pas compris, quoi, en fait. Il a pas compris. Il a mis du temps à comprendre. Bah, c'est là qu'on en revient à l'interview de Iverson. Je ne connais pas de MVP qui sortent du banc, je ne connais pas de leader au scoring qui sortent du banc. Et quand c'est le gars qui est dans ton oreille, c'est pas contre Iverson, mais du coup aussi Melo n'a pas eu le bon vet. Ah bah certainement pas. Ça, qui lui explique comment ça se passe. Et c'est terrible parce que du coup, quand on a les banana boats et qu'on a les garçons qui commencent à faire des bêtises entre Chris Paul, LeBron, Melo, Bosh, etc., toute la clique et Wade, bah Melo, c'est souvent le mec qui est mis un peu en retrait. Le talent est incroyable. Je veux dire, au niveau basket, je pense que tu vas demander à plein de gens qui ont soit joué au basket à haut niveau, soit au niveau tout simple le dimanche, tranquille à 16h. Melo, offensivement... Mais c'est monstrueux. Pour mettre un panier dans le ballon, un ballon dans le panier. Ou un panier dans le ballon, d'ailleurs. Ouais. Les deux, ils s'en foutent, Melo. Mais c'était peut-être le meilleur de sa génération, en fait, au scoring. Possible. Tout à fait possible. Bah, c'est qui, sinon ? LeBron ?
Oh, LeBron, il cause. Quand même. Ouais, ça va, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Même Prime Dwayne Wade, tu sais qu'il en a mis quelques-uns aussi. Non, mais tout à fait. Mais Melo était le clear Melo cut. shoot mieux, C'était en fait, surtout. Melo, c'est surtout son shoot, je veux dire. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux shoots de la ligue encore aujourd'hui, en fait. Ah, c'est une des plus C'est mécaniques de beau, l'histoire. quoi. Ouais, bien sûr. C'est beau, c'est smooth. Donc, il a fallu qu'il arrive jusqu'à Portland avec un vrai leader qui est Damian Lillard pour enfin donner une sorte de, j'allais dire de second souffle, mais c'est pas même pas le bon mot, c'est au moins une jolie fin. Moi, j'ai été très inquiet à un moment, je crois même j'en avais parlé dans une vidéo et tout, où voilà, il m'a fait mentir à Portland. C'est j'avais peur vraiment d'une fin, mais complètement en eau de boudin, tu sais, de Melo en mode genre, c'est quoi ces 20 derniers matchs en carrière? Ah, c'est 0 minutes sur le banc des Wolves, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre un truc dégueu comme ça, là, tu vois. Là, au moins, on est sur un truc genre. On va voir, tout à fait, mais. Parce qu'il a rencontré Damian Lillard. Hein. Il a rencontré Lillard, puis il est arrivé dans une franchise aussi où on peut se foutre de la gueule des résultats collectifs des Blazers, mais. Il y a une stabilité collective. Où il y a une stabilité, où il y a une continuité avec évidemment avec Neil Olshey et Terry Stotts, etc. Ce sentiment dont tu parles là, c'est le passage à Houston, qui est une horreur absolue. Les gens d'ailleurs, je pense, sont oubliés. C'est-à-dire que moi, quand je préparais l'enquête, je me suis dit putain, mais il y a Houston, c'est vrai. Il a joué 10 matchs à Houston. Il s'est fait virer comme un malpropre. C'était une horreur, c'est les retrouvailles avec Mike D'Antoni. On se dit qu'est-ce qui se passe en interne, et après c'est le désert. Et Melo en reparlait la dernière fois quand il a passé la barre des... Enfin qu'il est rentré dans le top 10 des scores les plus prolifiques, il a l'impression d'avoir traversé le désert en fait. Et c'est d'une tristesse quelque part de voir ça, parce que c'est beau en effet de le voir arriver à Portland et retrouver un peu son rythme, etc. et continuer à get buckets, mais c'est une tristesse parce que techniquement, il s'asseyait à table avec des mecs, franchement. Mais bien sûr. Mais là, à un moment, moi je me souviens, je disais genre, je crois genre en 2013, c'est ça, 2014, je disais genre, demain tu me demandes qui get buckets entre Kevin Durant et Carmelo Anthony. Bien sûr. Et on discutait de ouf. Mais bien sûr. Et cette phrase-là, elle se traduit en 0 titre pour Melo. 0 titre. Mais rien, même à titre individuel. Genre, il a été joueur du mois quelques fois, c'est ses meilleurs titres individuels. Bien sûr. C'est quoi ce bordel? Non, il a été meilleur scoreur d'une saison, mais bon. 10 fois All-Star, meilleur score 2012-2013, 6 fois All-NBA. C'est malheureusement ridiculeusement maigre. C'est le minimum par rapport à son talent, à ses qualités athlétiques, à tout ce qu'il pouvait faire. Donc oui, il y a un énorme gâchis. Donc voilà, on a fait un peu le tour des questions. Fait le tour. Non, on a fait le tour. Je fais ma liste. Non, moi c'est juste pour Jokic et pour Jamal Murray, quoi. C'est-à-dire que les fans de Denver, à mon avis, ils se disent et si votre question là, votre enquête, et si Carmelo Anthony est à Denver, non, ça va. C'est bon. Merci, on a pris assez. Merci les Knicks. C'est ça. Hein. Ouais, tout à fait. Non, je t'en pose quand même une dernière et puis après on va mettre l'échelle. Vas-y. Le maillot, tu le retires? Où? Tu veux le retirer? Mais où? Moi, clairement, je vois pas du tout les Knicks le retirer. Les mecs, enfin bon, je... non, commence pas. Hein, mais les mecs retirent rien du tout. Et à Denver, je dis pas que tu peux pas, mais c'est pas sûr. Moi, je pense que le maillot de Carmelo Anthony, il est pas retiré. Non, je le pense vraiment. Melo, calme-toi. Pardon. Non, mais... Je me suis énervé. Ouais. Mais non, je pense vraiment qu'il va pas être retiré. Melo aura son maillot retiré à Denver, je pense. Ah ouais? Ah, je suis pas sûr. On va bien voir. Vraiment pas sûr. Dans tous les cas, tu le sais. Tout de suite, on va devoir noter ça. Allez. T'es prêt? On envoie l'échelle. C'est à l'échelle du what if. L'échelle du what if. The échelle of the what if. Ça va de 1, si jamais vraiment lol, ça va pas changer grand chose, jusqu'à 5. Là où vraiment, genre, si jamais le fait que Melo fasse toute sa carrière à Denver, ça a vraiment révolutionné la ligue. Sans transition aucune. Je te propose ma petite note du jour. Vas-y. Ok. Malheureusement pour Melo, je peux pas faire autrement que de mettre 0,5. Je pense que ça change quasiment que dalle. Je suis désolé. Quasiment que dalle. 0,5. Enfin, je veux dire... Le talent du joueur, il est là. On a eu le temps de le voir à Denver. C'est un scoreur incroyable qui, d'ailleurs, a scoré quoi qu'il en coûte et quoi qu'il se passe chez les Knicks également. Son leadership n'était
pas ouf à Denver, il était un peu masqué par les mecs dont on a parlé dans la vidéo. Chez les Knicks, il a été vraiment exposed, comme on dit là-bas, hein, clairement. Et ensuite, sa mentalité pas bonne, pas assez réfléchie, pas assez de recul sur lui-même, sur ce qu'il est, pas assez de remise en question, là a été vraiment mise au grand jour du côté d'OKC, Houston, enfin toute cette période un peu sombre. Là, il est en train de sauver un peu les meubles vite fait pour avoir une fin de carrière quand même très décente par rapport à son talent avec les Blazers. Concrètement, oui, s'il n'avait pas été tradé, peut-être on aurait une image un peu meilleure de lui quand même, parce qu'il y aurait le côté, genre quand même, il a fait 14 saisons avec Denver, tu te rends compte, il rentre dans le top 10 des scoreurs, il a mis 24 000 points avec les Nuggets, nanana, ok, ouais. Donc ça améliorerait un peu l'image globale qu'il va laisser, mais malheureusement, Carmelo Anthony va, à mon avis, à part pour les fans comme nous qui l'auront vu jouer de nos yeux, mais sinon il va tomber un peu dans l'oubli, et voilà, et c'est comme ça, et je pense pas que ce trade ait tellement changé les choses. C'est Melo, il est comme ça. Talent de fou, mais pas suffisamment exploité. Donc pour moi c'est un 0,5 ça fait, hein. Désolé, là. Je peux pas faire mieux. Toi ? Je vais mettre 1. Ouais, c'est ça, hein, mais voilà, d'accord. C'est terrible parce je que t'ai piqué le 0,5 quoi. Ouais. Non mais je mets 1 parce que c'est terrible, hein, mais il y a 0,5 pour Alex et il y a 1 pour moi. C'est pas que c'est à l'image de la carte de Melo, mais en fait c'est tellement même parce que tu as ce potentiel comme tu l'as dit, et en fait pourquoi je mets juste une note un demi-point au-dessus d'Alex, c'est parce que je me demande jusqu'où va aller la carrière de Nikola Jokic. Parce que c'est quand même une application énorme, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai. C'est peut-être la plus grosse incidence. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive quand même assez longtemps après Melo, quoi. Tout à fait. Mais si ça se trouve, on n'est absolument pas sur une version. Ça se trouve, Nikola Jokic est drafté par une autre franchise parce que les résultats des Nuggets ne sont pas les mêmes. Genre si Jokic est un, je sais pas, multiple MVP ou peut-être un MVP et un joueur bagué, ou qu'on en parle comme le meilleur pivot passeur de l'histoire, ou un mec qui fait les stats de Larry Bird. Enfin, tu vois, c'est chaud. Je dis pas que c'est ce transfert de Melo qui fait que, mais on ne pourra pas raconter l'histoire des Nuggets sur les 20 dernières années sans dire qu'il y a eu le trade de Melo et que quelques années plus tard, il y a eu l'émergence de Jokic, etc. Fait chier. Change pas grand chose. Non, et évidemment, j'en place juste une parce que vous le savez, que ce soit sur Trash Talk, sur cette chaîne ou sur le site ou sur les réseaux sociaux, on a souvent été taquin avec Carmelo Anthony. On voulait faire une enquête sur lui parce que il nous a fait rêver. Il nous a énervé, mais je te suis totalement. Je pense que le score, il n'y aura absolument rien à redire. Techniquement, il va rentrer dans l'histoire, mais après, on va se regarder, on va faire genre. Bah voilà quoi. George Gervin, Adrian Dantley, Carmelo Anthony. Tu vois ? Vraiment. On est là. Hein. Non mais on en est là. Hein. Désolé. Hein. Vince Carter. Ouais. Et encore. Même Carter, pas Vince Carter, c'est un héritage. Non, bien sûr, mais je veux dire, tu vois. Non, mais il a un héritage de balade. En termes d'héritage, il n'y a rien à voir. Bien sûr, mais tu vois, si on enlève juste les bêtises dans les airs. Bah, oui, mais bon, il s'avère que c'est un peu compliqué quand même. Non, mais tu vois, c'est juste que si tu mets les deux en termes de palmarès, etc., et de ça, t'es là, genre, ouais, bon, bah, quelques fois All-Star, un peu de NBA. Ouais, non, mais bien sûr. Et c'est fini. C'est terrible. Dites-nous, vous, quelle note vous mettez à cette enquête. Et si Carmelo Anthony fait toute sa carrière à Denver, on espère qu'il va finir ça bien, qu'il va aller chercher une bague. Avec Portland, ça va être un peu compliqué, mais sait-on jamais. On vous souhaite une très bonne semaine. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez comme suggestion d'enquête. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle enquête Trash Talk. Des bisous. Ciao.